Bonjour Aurélie Filippetti. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici à Paris, au QG de campagne de François Hollande. Vous représentez devant nos caméras le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Alors justement, avant de répondre aux questions de nos lecteurs et de nos internautes, qu'ils ont souhaité vous poser via la tablette qui est devant nous, un petit tour rapide de la campagne, de votre campagne. Vous étiez début 2011 au cœur de notre rédaction à Voipy avec François Hollande, alors candidat aux primaires socialistes. Vous l'avez vu évoluer dans cette campagne jour après jour. Qu'est-ce qui, selon vous, fait de lui depuis des mois le favori de cette course à l'Élysée? Sa détermination, son intelligence et je crois sa personnalité qui est rassurante, sereine et extraordinairement adaptée à la crise morale, financière, écologique que nous traversons. C'est un homme qui saura redresser le pays, le réunifier, le réconcilier. Beaucoup de nos concitoyens, qui se sont d'ailleurs exprimés dans nos colonnes ou devant nos caméras, se disent déçus de cette campagne. La trouvez-vous à la hauteur des enjeux? Moi, je la trouve violente du côté du candidat sortant et je m'en désole. Je la trouve solennelle et grave au sens où je crois que les Français n'accepteraient pas qu'on leur fasse des promesses dont ils savent qu'on ne pourra pas les tenir, en raison de la crise financière qu'on a traversée. Ils sont très lucides sur la situation du pays, sur l'endettement, sur les déficits publics. Et donc ils attendent des réponses qui soient à la fois réalistes, mais aussi à la hauteur de l'espoir qu'ils veulent revoir renaître dans ce pays. Comment composer avec Eva Joly pour qui la gauche de François Hollande est molle? Nous n'avons pas à commenter des petites piques de tel ou tel candidat partenaire, allié en l'occurrence, puisque nous avons un accord de gouvernement avec les écologistes. Donc, ma foi, je constate que si Eva Joly aujourd'hui est très faible dans les sondages, cela n'entame pas pour autant la nécessité d'avoir une vraie politique écologique à partir du 6 mai, si François Hollande est élu président de la République. Et donc, la gauche, la nouvelle gauche, elle doit être à la fois sociale et écologique et environnementale. Et c'est le sens de l'accord que nous avons passé avec les Verts à la fin de l'année dernière et qui sera mis en œuvre pour les élections législatives. Jean-Luc Mélenchon, qui est donné aux alentours de 14-15% selon les instituts de sondage, va-t-il obliger François Hollande à négocier avec le Front de gauche? Non, il n'y aura pas de négociation. François Hollande l'a dit, il n'y aura pas de petits arrangements entre partis entre les deux tours de l'élection présidentielle. Il y a un seul candidat qui est en mesure d'être président de la République pour la gauche, et c'est François Hollande. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui veulent le changement dans ce pays sont appelés à voter pour François Hollande dès le premier tour. Je pense que ça serait un signe très fort que l'on enverrait au pays tout entier de placer François Hollande en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Et ça serait un formidable tremplin pour la politique courageuse qu'il va mettre en œuvre s'il est élu le 6 mai. Alors ce sera ma dernière question avant de passer aux questions des lecteurs et des internautes. François Hollande s'est rendu à Fleuranges, sur le site d'ArcelorMittal en février. Il avait également été avec vous à Gandrange. Vous parlez justement de ces deux sites comme d'un symbole de cette campagne. Oui, parce que je crois que ce n'est pas seulement un symbole de la campagne, c'est un symbole de toute la présidence Sarkozy. Ça a commencé avec Gandrange, très tôt finalement, début 2008. Et son mandat s'achève avec Fleuranges. Deux sites mosellans, deux échecs de politique industrielle. Et un durcissement du discours, une violence entre le moment où il vient à Gandrange dire qu'il est en voyage de noces, qu'il va sauver l'usine, et maintenant où il prend comme cible les salariés qui manifestent et qui se mobilisent contre la fermeture des hauts fourneaux. On voit bien qu'en fait, c'est à la fois l'échec de sa parole, la vacuité de sa parole, et en même temps, c'est le symbole de toute la division qu'il a créée dans la société, entre les salariés et les non-salariés, entre les fonctionnaires et les employés du privé, entre telle ou telle catégorie de population. Finalement, le bilan de son mandat, c'est qu'il n'a su que diviser, opposer, créer de la tension. Au lieu de se mettre du côté des salariés d'ArcelorMittal, de les aider et de retourner sa colère
contre le véritable responsable, c'est-à-dire Lakshmi Mittal, eh bien finalement, le prix de son impuissance, ça a été aujourd'hui une colère qui se retourne contre les salariés eux-mêmes. Mais François Hollande, effectivement, il est venu 4 ou 5 fois en Moselle. Et une fois, il est allé à Bruxelles pour parler à Barroso du projet Ulcos. Donc il est très engagé sur ce dossier et il fera tout, s'il est élu président de la République, pour sauver la sidérurgie lorraine et les salariés d'ArcelorMittal. Alors, les questions justement de nos lecteurs et de nos internautes. La première est signée Gwenaëlle et elle concerne l'emploi. Qu'est-ce que les politiciens vont faire pour les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail? Car j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de trouver un travail. C'est vrai, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes, qu'ils soient diplômés ou non diplômés d'ailleurs. Alors pour les non diplômés, François Hollande a dit qu'il y a 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme. Pour eux, il y aura un accompagnement personnalisé jusqu'à ce qu'ils trouvent plutôt un premier emploi. C'est-à-dire un suivi vraiment totalement individuel de chaque jeune qui aura malheureusement quitté le système scolaire ou qui voudra quitter le système scolaire sans avoir de diplôme. Pour ceux qui entrent sur le marché de l'emploi, il y aura ce qu'il a appelé le contrat de génération, c'est-à-dire en fait une exonération de charges sur le salarié qui entre dans l'emploi, le jeune, et celui qui est aujourd'hui dans une entreprise et qui va partir à la retraite dans les années très proches, pour qu'il y ait une sorte d'incitation à avoir un transfert de savoir-faire, une transmission en fait entre les générations plus anciennes et les jeunes. On a évoqué ensemble indirectement le sujet il y a quelques minutes, Jérôme, et les délocalisations. Moi, je voudrais savoir un peu comment les candidats à la présidentielle vont faire pour réguler les délocalisations des entreprises qui partent à l'étranger. Alors il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a des entreprises françaises qui font de la délocalisation au sein de l'Union européenne, mais vers plutôt les pays de l'Est, ou alors carrément beaucoup plus loin. Et là, je crois qu'il y a eu des choses inacceptables. Je pense par exemple à Renault, qui est une entreprise non seulement française, mais en plus avec des capitaux d'État encore dans son capital. On a donné à Renault et à Peugeot des garanties d'État pour leur permettre de traverser la crise. C'était quand même 6 milliards d'euros. Eh bien, en échange, il y aurait dû avoir un engagement de Renault à ne pas délocaliser sa production. Or, c'est le contraire qui s'est passé. On a vu des choses, notamment en direction du Maroc, mais aussi vers les pays de l'Est, qui sont inacceptables pour une entreprise qui a bénéficié des garanties d'État, de l'État français, donc, pour traverser la crise. Donc il faut être très vigilant vis-à-vis de ces mécanismes-là, et le cas échéant, on va demander le remboursement des aides qui ont été octroyées. De manière plus générale, il y a une concurrence, c'est vrai, sévère des pays émergents. Tant mieux s'ils se développent, évidemment c'est très bien pour eux, mais ça ne doit pas se faire sur le dos des conditions de travail des employés dans ces pays, ni de l'environnement. Et là, il y a des clauses à appliquer aux frontières de l'Europe, des clauses sociales et des clauses environnementales, pour qu'on ne puisse pas en fait importer des produits qui ont été fabriqués, par exemple en exploitant des salariés qui travaillent dans des conditions inacceptables, ou bien avec des règles en matière environnementale qui ne sont pas respectées. Et j'ajoute que, évidemment, ça c'est pour un peu se protéger contre les délocalisations, mais il y a aussi une politique positive à avoir en France, c'est-à-dire de développer la recherche et l'innovation pour être en fait les meilleurs, pour avoir les technologies les plus en pointe, pour pouvoir gagner en qualité en fait. Et le projet Ulcos, par exemple, pour la sidérurgie, ça nous permettrait d'être les premiers au monde à produire de l'acier en divisant par 2 notre production de CO2. Emmanuel s'adresse maintenant à la normalienne que vous êtes. Que souhaitez-vous faire pour le monde de l'éducation, tout en sachant que les moyens qui sont aujourd'hui alloués sont toujours de plus en plus bas? L'éducation, c'est vraiment la priorité de François Hollande. Et donc il a annoncé notamment la création de 60 000 postes d'enseignants, de personnel d'orientation, de personnel d'accompagnement scolaire, des RASED, donc ceux qui accompagnent les élèves les plus en difficulté, les décrocheurs, des accompagnants pour les élèves handicapés. C'est nécessaire et ce n'est pas une dépense. C'est pas comme le tonneau des Danaïdes, c'est un investissement. Et on doit, pour préparer l'avenir, eh bien, on doit investir dans l'éducation. Soukouina et le logement maintenant.
Je voulais poser la question au futur président français. Donc, que comptez-vous faire par rapport aux logements sociaux? Alors, les logements sociaux, il y a une loi qui s'appelle la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, qui prévoit qu'il doit y avoir 20% de logements sociaux dans chaque commune de France. Et il y a malheureusement encore beaucoup de communes qui ne respectent tout simplement pas cette loi. Donc déjà, il faut, et François Hollande l'a annoncé, durcir les sanctions contre ces communes qui sont hors la loi. Je pense par exemple à Neuilly-sur-Seine, mais c'est un exemple parmi d'autres. Les durcir et surtout les faire appliquer parce qu'aujourd'hui, une ville comme Neuilly ne paye aucun euro de pénalité alors qu'elle ne respecte pas cette loi. Donc durcir l'application de cette loi, ça permettra de recréer de nombreux logements, donc de fournir aussi de l'emploi dans le domaine du BTP. Et puis il y a des solutions pour les zones qui sont très tendues du point de vue du prix du foncier. C'est en fait que l'État, avec les collectivités locales, puisse préempter un certain nombre de zones, notamment, ça nous concerne en Lorraine, mais les zones militaires, les friches militaires, pour construire des logements sociaux. Maintenant, pour finir, et l'ambition culturelle de votre candidat. Comment le prochain président aimerait mettre en avant la culture, aider les professionnels de la culture? Alors sur la culture, il y a d'abord une politique d'éducation artistique. Je crois qu'aujourd'hui, la culture, c'est l'une des grandes inégalités dans notre pays. Malheureusement, elle ne s'est pas réduite avec les années. Et donc, il faut que tous les jeunes de France puissent avoir accès à des pratiques artistiques dans le cadre de l'école, mais après les heures d'enseignement normaux. Pratiques artistiques, rencontres avec des artistes qui feraient des jumelages avec des établissements scolaires, et puis visite de lieux de création, de lieux d'exposition, des grands musées. Parce que ça fait partie, en fait, vraiment de la formation qu'on doit donner à un jeune. Puis pour les professionnels de la culture, je crois qu'il faut aussi redonner du souffle, en fait, à tout notre réseau de théâtre, d'orchestres, de centres chorégraphiques, qui aujourd'hui a été très, très pénalisé par des coupes sévères dans les subventions d'État. Il n'y a plus que les collectivités locales qui financent correctement aujourd'hui la culture en France. Donc il faut que l'État là retrouve son rôle. Le mot de la fin, Aurélie Filippetti. Si votre candidat était élu à la présidence de la République, quelle serait sa première décision? Alors sa première décision, il faudrait lui demander, en tout cas dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire la culture, les médias, l'audiovisuel, il a dit qu'il reviendrait sur la hausse de la TVA qui a frappé durement le livre et les produits culturels. Donc il reviendra à une TVA à 5,5 et ça s'appliquera aussi à l'ensemble des produits puisqu'il supprimera la TVA dite sociale, c'est-à-dire en fait la hausse de la TVA qui a été prévue par le gouvernement de François Fillon pour cette année. Donc voilà, ça c'est du pouvoir d'achat pour tout le monde. Et puis voilà, en matière d'audiovisuel, revenir sur la nomination des présidents de l'audiovisuel public par le président de la République. Ça sera désormais une instance indépendante, le CSA, qui procédera à ces nominations, comme ça aurait dû toujours être le cas.